Bon. Non, c'est pas ça. Non, non. لحظة. Bon. Bon, vous me recevez? C'est bon? Vous recevez mon écran? Oui, docteur. Oui, docteur. Bon, alors, ce chapitre qui s'intitule Traits évolutifs majeurs, les premiers vivants. Yani, on va essayer, à partir de ce chapitre, de voir la succession évolutive dans le monde animal. Mais au départ, il est bien de se questionner à propos des premiers vivants. Alors, la question qui se pose, comment la vie est-elle apparue? Est-ce qu'elle est venue de l'espace? Est-ce qu'elle s'est formée dans l'atmosphère? Est-ce qu'elle s'est formée dans l'eau? Alors, on va essayer de voir quelles sont les preuves qui nous permettent d'avancer dans ce domaine. Alors, à savoir que si on se pose la question, est-ce que la vie a commencé avec un virus? Est-ce que ça a commencé avec une bactérie? Probablement, la réponse est probablement pas un virus, car le virus, il n'est pas en mesure de mener sa vie d'une manière indépendante. Donc, il s'agit probablement d'une bactérie qui ressemble à cette bactérie-là et donc il s'agit probablement d'un micro-organisme qui est unicellulaire, représenté par, ou qui représente plutôt une organisation qui est très simple, un fonctionnement qui est simple, un micro-organisme qui est aquatique, qui est autotrophe, autoreproducteur, mais qui est capable d'évoluer et qui est prokaryote aussi. OK? Bon, alors, on sait déjà que la vie a commencé avec un micro-organisme, donc, je répète, qui est prokaryote, avec un prokaryote, un micro-organisme donc qui est unicellulaire, qui est autotrophe, autoreproducteur, avec d'organisation et de fonctionnement très rudimentaires, mais il était capable il était capable d'évoluer. OK? Alors, il y a eu plusieurs théories. هلا أنا رح أقول لكم au fur et à mesure شو هن بهالchapitre, qu'est-ce que vous allez retenir de ce chapitre. Bon, alors il y a eu plusieurs théories pour parler des premiers êtres vivants sur Terre. أول شغلة on pensait, il y avait un certain Oparin et Aldan qui, pour eux, disaient que l'atmosphère primitive, il était chargé de méthane, de NH3, de H2O, et en plus, il y a eu d'autres. خلونا نمرق على السلايد شو. شو عم السلايد شو. Bon, et puis, il y a eu d'autres gaz aussi en provenance du dégazage du magma, c'est-à-dire en provenance des volcans, tels que H2O, tels que CO2, H2O et H2S, sulfure d'hydrogène. Alors, ces gaz exposés au rayonnement ultraviolet, aux radiations solaires ultraviolets, vont être brisés, OK, vont être brisés et puis pour donner des radicaux très réactifs qui forment des molécules plus grosses qu'on les voit ici. Les deux photos, il y a les deux photos complémentaires. Donc, à partir de ces gaz en provenance donc de l'atmosphère primitive, en provenance des volcans, il y a eu les ultraviolets qui vont briser les molécules donc de l'atmosphère et qui vont libérer des radicaux qui forment des molécules
qui sont des molécules qui sont plus grosses, plus complexes, ainsi que les décharges électriques en provenance des éclairs. Les volcans, donc, ils vont fournir, en présence des éclairs et en présence d'une source énergétique en provenance de volcans, OK, il va y avoir une condensation des vapeurs d'eau. La condensation des vapeurs d'eau qui se trouve, vous savez que l'atmosphère primitive à la base était très condensée en vapeur d'eau, donc il contient beaucoup de vapeur d'eau. Et là, la condensation de la vapeur d'eau a donné l'hydrosphère. Ainsi, avec la condensation des vapeurs d'eau qui vont tomber en précipitation, ces molécules qui se sont formées vont tomber à la surface de l'hydrosphère, c'est-à-dire à la surface des océans, et vont former vont former ce qu'on appelle la soupe primitive. Alors, cette soupe primitive, donc, contient des molécules composées de hydrogène, de carbone, d'oxygène et d'azote. Donc, ces molécules qui sont donc des molécules organiques vont être la première marche vers les molécules vivantes. Donc, c'est la première marche vers les molécules vivantes parce que c'est à partir de la soupe primitive qu'il va y avoir la formation des acides aminés, des sucres, des bases, des phosphates pour donner d'un côté les protéines, de l'autre côté les lipides et les acides nucléiques. Bon, alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a en 1953 un Américain qui s'appelle Stanley Miller. Alors lui, il a tenté de faire un montage en verre pour simuler la fabrication de ce qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire la fabrication de la matière vivante qui va donner donc suite à la fabrication des molécules organiques qui vont donner suite à des molécules qui sont dites des molécules vivantes. Alors, comment il a fait Miller? أول شيء بدنا ننتبه على شغلة إنه نحن les chercheurs, ils ont remarqué que les ingrédients qui sont nécessaires à l'apparition de la matière vivante, ils existaient dans l'atmosphère. Et essentiellement, ce sont des gaz. D'un côté, on a des gaz qui sont tels que le méthane, NH3, l'H2O, etc. Et d'un autre côté, on avait de l'énergie en provenance des éclairs, par exemple. Donc, à partir de là, on a ce Stanley Miller, avec le montage en verre qui a pu, donc il a pu monter, donc il a fait son propre montage et il a essayé de synthétiser des molécules organiques à partir d'un mélange gazeux. Un mélange gazeux qui sont les gaz à partir de ces gaz-là et qui ont été ces gaz soumis à des décharges électriques de 60 000 volts. Alors, qu'est-ce qu'il a dû obtenir? Il a dû obtenir de l'acide formique et plusieurs acides aminés simples. En plus, il y a eu d'autres expériences d'après d'autres expériences, il y a un rayonnement, ils ont mis en œuvre un rayonnement ultraviolet qui a permis en plus de synthétiser l'acide cyanhydrique d'un côté et l'acide formaldéhyde d'un autre côté, alors qui sont d'ailleurs ce qu'on appelait des molécules organiques qui sont de la chimie prébiotique, autrement dit, et qui étaient la chimie des molécules qui était à la base de ce qu'on appelle les débuts de la vie. Donc, vous voyez, d'un côté,
Et donc, il y a plusieurs théories qui ont pu utiliser, qui ont supposé que ces gaz qui étaient essentiels à la mise en place des molécules vivantes se trouvaient déjà dans l'atmosphère primitive. Et ils ont pensé qu'en présence d'une source énergétique en provenance du volcan d'un côté, l'énergie qui provient aussi des éclairs surtout, ils ont pu contribuer à donner ce qu'on appelle la soupe primitive. Cette soupe primitive qui était dans l'océan, les ultraviolets, les radiations ultraviolets ont dû créer des molécules qui sont plus lourdes, plus complexes à partir de ces gaz. Et ces molécules qui étaient donc des molécules qui étaient riches en hydrogène, en carbone, azote et oxygène, ont donné des nouvelles molécules, dites des molécules donc toujours organiques. Là, à partir de là, viennent des molécules organiques. Et à partir de ça, on a la formation, donc, ces molécules organiques tend vers les molécules dites vivantes. Évidemment, il y a quelqu'un d'autre qui a monté, donc qui a simulé ça et qui a parlé, donc, il est arrivé à synthétiser de l'acide cyanhydrique et de l'acide formaldéhyde, qui sont les débuts de molécules, qui sont les débuts de, si vous voulez, de la vie sur Terre, parce qu'il faut savoir qu'à partir de l'acide cyanhydrique, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les acides nucléiques, l'ADN ou l'ARN, et à partir de formaldéhyde, on peut accéder au sucre. فهمنا؟ فإذا هيدول كانوا parmi les théories qui ont été avancées. طيب هلا on peut voir, on a essayé de penser aux météorites. On a dit, on va voir si les météorites peuvent nous apporter des ingrédients. On était sûr que les ingrédients étaient dans l'atmosphère, mais on va voir du côté des météorites, est-ce que ces ingrédients peuvent être d'origine cosmique? Et à partir de ce moment-là, on a remarqué que dans un village qui s'appelle le village de Murchison, en Australie, on est tombé sur une météorite qui est tombée d'ailleurs en 1969 et on a fait là, on a examiné, donc on a examiné cette météorite, qu'est-ce qu'on a pu trouver? Que cette météorite de Murchison, donc en Australie, a pu donner des composés qui sont des composés carbonés, donc ici. دكتور انقطع الصوت. الساعة 2 بظن قطعت الكهرباء. السلايد اللي قطعوا منهم موجودين بالPDF مش هيك؟ موجود موجودين. صور بس مش مكتوب بظن هو بس مش مطلوبين. إذا مش مطلوبين تقلنا لأنه ما عنا إياهم أصلاً. قالت حتقلنا عشو نركز. هلا بنرجع بنسألها إذا هو مطلوبين. إن شاء الله ما تفتح ميتينج جديد.
ايه طلع عندك coupure de courant. Allô? Je reviens. Oui, docteur. Je m'excuse, il y a eu coupure d'électricité et l'Internet, il va avec. Bon, bon. Ça va? Vous voyez le tableau? Oui, oui. Oui, docteur. Donc, lorsqu'on est allé chercher du côté des météorites et on est tombé sur une météorite qui est tombée en 1969 dans un village qui s'appelle village de Murchison en Australie, on a vu que cette météorite possède, donc comprend des composés carbonés qui sont à la base de la vie. Et ces composés carbonés, vous voyez qu'ils sont dans le tableau, vous lisez ça tout simplement. Donc, ce n'est pas à retenir. À savoir que ces molécules carbonées, ces molécules organiques, ils vont, après leur formation, vont être destinés à la fabrique, à des fonctions qui sont bien précises. Ces fonctions, telles que les fonctions de compartimentation, lorsque je parle par exemple des phospholipides membranaires animales, par exemple, ça peut être aussi destiné à des fonctions, fonctions instructives telles que telles que des fonctions d'information et de duplication, telles que c'est l'exemple des ADN et ARN, qui sont donc des molécules génétiques informatives. Ça peut être aussi des fonctions métaboliques, c'est-à-dire des fonctions telles que les enzymes, et telles que l'acide, comme on a dit, cyanhydrique, qui va donner l'ADN et l'ARN, les acides nucléiques, qui va conduire aux acides nucléiques, et après le formaldéhyde qui va conduire au sucre. Et puis, donc, vous voyez qu'après, une fois à partir de ces composés organiques, il va y avoir donc des molécules organiques et par la suite des molécules vivantes. Et ces molécules organiques vont être destinées donc à des fonctions bien précises, bien spécifiques. Alors, là, encore une fois, lorsqu'on a vu, ça c'est en ce qui concerne notre planète et les météorites qui se sont arrivés sur la surface de notre planète. Mais à ce moment-là, il y avait la curiosité d'aller voir ailleurs aussi. Est-ce que ces composés organiques, ces composés carbonés, est-ce que ça se trouve ailleurs que sur notre planète, la Terre? Et on a cherché et on a vu que, par exemple, la comète Halley, qui est la comète donc, qui a pu être photographiée, cette comète, donc, vous voyez sur la photo ici, qui est donc un corps céleste, qui est en fait un corps céleste nébuleux, un peu donc comme le nuage, et qui est formé d'un noyau qui est là, le noyau qui est brillant, et avec une queue. Donc, ça traîne derrière le noyau une queue. Et lorsqu'on a regardé les composés organiques, on a vu que dans le noyau qu'on appelle le coma, il y a tous ces composés organiques, alors que la queue nous livre aussi ces composés qui se trouvent dans le tableau. Ne vous en faites pas, ce sont à lire seulement. Donc, là, encore une fois, on a vu que ça existe ailleurs que sur notre planète. Il y a des composés organiques qui sont ailleurs que sur notre planète. Pareil, sur Titan, qui est un satellite de Saturne, on a vu aussi beaucoup de composants chimiques qui sont organiques et donc on a pu constater que voilà que cette matière organique n'était pas spécifique à notre planète Terre seulement. Donc, quels sont dans Titan, le satellite de Saturne? Donc vous voyez là aussi, vous allez lire les constituants principaux, les hydrocarbures qu'on a pu trouver, les constituants organoazotés, on a des constituants oxygénés encore une fois. Donc, on déduit
que dans d'autres corps célestes, la matière organique n'est pas absente. Et donc, la matière n'est pas absente dans d'autres corps célestes. Donc, ce n'est pas seulement spécifique à notre planète Terre. من هون اجت الفكرة إنه probablement c'est on a يعني on peut penser que les ingrédients d'origine, ils sont d'origine cosmique, يعني les ingrédients initiaux pour commencer la formation des molécules organiques et puis la formation de la matière vivante. Donc, probablement, était cosmique, ça venait, donc, ces ingrédients étaient d'origine cosmique. Bon, نحن يلي ce qu'on peut retenir de ça, ok, ce qu'on peut retenir. Et là, moi, je vous demande de lire le chapitre, mais ce qu'on va retenir, c'est de savoir que les premières formes de vie ont commencé sur Terre avec des micro-organismes qui sont des micro-organismes donc, des micro-organismes qui sont des prokaryotes capables d'évoluer, ils sont à la base autoreproducteurs, autotrophes, ils ont des unicellulaires, ils sont mais capables d'évoluer. Et ce que je peux dire, que la vie aurait apparu dans des conditions de température et de pH qui sont différentes de la température et de pH qui se trouvent actuellement. Alors, qui se trouvent actuellement sur Terre. Donc, on peut imaginer le milieu dans lequel sont apparus ces tout premiers êtres vivants. C'est un milieu qui est semblable à un milieu volcanique sous-marin, c'est-à-dire là où le pH il est très bas, la température très élevée et la pression elle est très importante, très importante. Donc, on retient que ce sont des vivants qui sont dits des vivants qui sont des conditions dites extrêmes. Donc, ce sont des vivants des conditions dites extrêmes, c'est-à-dire quelles sont ces conditions? C'est un pH qui est un pH acide avec une température et une pression qui sont très élevées. Bon, Faïza, à partir de là, on a essayé de voir d'après des chercheurs japonais, au début des années 2000, d'après cette diapositive, ils ont avancé d'autres hypothèses. Ils ont dit que voilà, l'environnement idéal pour l'apparition de la vie sur Terre, c'est un environnement qui ressemble à celui des sources hydrothermales. C'est-à-dire là où il y a une source d'énergie qui est le H2S, qui provient du volcan, qui provient du magma, et où le processus de la chimiosynthèse était observé, donc comme on disait qu'ils étaient autotrophes. Et en plus, dans ce milieu-là, la vie était protégée des rayonnements, des radiations ultraviolets. Donc, comme hypothèse, une vie qui est simple, qui serait apparue dans les océans primitifs, en relation avec les émanations chaudes du volcanisme sous-marin, où le pH est très bas, la température est élevée et la pression très importante. Donc, jusqu'à 2000, il y avait toujours d'autres chercheurs c'était des chercheurs japonais qui regardaient vraiment ce milieu. D'un autre côté, qui avançait ce milieu comme étant un milieu qui est favorable à l'apparition des premiers êtres vivants.
et qui correspondent à un milieu avec ces conditions qui correspondent à des conditions qui sont dites des conditions extrêmes. OK? يعني هون شو عاد صار؟ On a remarqué qu'avec les vivants de l'époque, donc les vivants de l'époque, qu'on a des semblables actuels vivant sous des circonstances similaires qui sont aussi des circonstances dont les Japonais parlaient, dont les Japonais avançaient. Et ces circonstances sont similaires, donc, ces circonstances sont similaires, c'est-à-dire ce sont des conditions qui sont dites extrêmes, c'est-à-dire de haute température, de pH qui est très bas et de pression qui est très importante. شو هن les premiers, les vivants de l'extrême هن موجودين بالباسيفيك actuel بنسميهم les archéobactéries. هاول l'archéobactérie, tout d'abord ici d'après cette diapositive, vous avez donc cette photo qui montre donc que la vie au début, la mésologie ou les conditions de milieu de vie de l'extrême au début du temps de la vie, ça ressemblait à ça, c'est-à-dire il y a une planète qui est acide, يعني الeau تبعها acide, l'atmosphère qui a une température très élevée, donc qui est une planète très chaude encore, avec une planète très chaude et avec une atmosphère qui était très acide. Donc là, je parlais des semblables actuels, donc qui vivent sous des circonstances qui sont similaires. Les archéobactéries. Les archéobactéries, on les a trouvées dans le Pacifique actuel. Et ce sont les vivants les plus proches des conditions dites extrêmes. Et ce sont donc ces bactéries, on va faire, si vous voulez, une comparaison, voir la similitude et la différence entre ces bactéries, ces archéobactéries, avec les bactéries classiques d'un côté et avec la cellule eucaryote d'un autre côté. Donc là, vous avez un tableau comparatif. Et vous en êtes responsable. يعني أنا لحد هلا بعفيكم من كل التيوري يلي حكيت عنهم من كل التيوري اللي حكينا عنها بعفيكم من كمان شو في contenu on a vu dans les météorites comme contenu وهيك comme composés يعني constituants principaux ou des constituants carbonés, des hydrocarbures, etc. Il faut savoir de quel type étaient les premiers et là, il faut savoir qu'ils ont des semblables actuels qui vivent dans le Pacifique actuellement et dont les circonstances sont similaires. Alors, هيدي les archéobactéries مسؤولين عنا la comparaison entre les archéobactéries et les bactéries classiques et la cellule eucaryote. Et on va commencer tout d'abord concernant le noyau. Alors, pour le noyau, qu'est-ce que je peux dire البكتيريا actuelle عم بحكي مش عم بحكي دونك هاي الاركيوبكتيريا رح نشوف بشو بتشبه البكتيريا كلاسيك اللي بنعرفها نحن حاليا وشو بتشبه السيلول يلي هي سيلول eucaryote. Bon, tout d'abord, concernant le noyau, et comme pour les bactéries classiques, le noyau il est absent, aussi pour l'archéobactérie, le noyau il est absent. Alors, ce qui n'est pas le cas pour la cellule eucaryote parce qu'il est entouré d'une membrane nucléaire. Bon, autre chose, concernant l'empreinte génétique, l'ARN, elle est spécifique, donc c'est spécifique. Pour les bactéries classiques, c'est spécifique. الوحدة عندها l'empreinte ribosomale تبعيتها qui est
donc qui est différente de l'ARN de cellules nucléées ordinaires. Donc, كل وحدة عندها l'empreinte تبعيتها, ça veut dire que cette empreinte génétique ou ribosomale, c'est spécifique à lui. Puis, en ce qui concerne la superhélice d'ADN, lorsque je parle de la superhélice d'ADN, ça veut dire l'enroulement de l'hélice sur elle-même. Alors, on a trouvé que dans les bactéries classiques, c'est négatif. Dans la bactérie, l'archéobactérie, c'est positif. Et dans la cellule eucaryote, c'est négatif. Yani, dans l'archéobactérie, c'est l'enroulement de l'hélice d'ADN sur elle-même se fait dans un sens qui est différent. OK? Yani, dans un sens qui est dextre plutôt. Alors, concernant les liaisons intramoléculaires. Pour les liaisons intramoléculaires, concernant l'archéobactérie, les liaisons intramoléculaires, c'est une liaison qui est ionique. Alors que pour les bactéries et les cellules eucaryotes, il s'agit des liaisons covalentes. Et là, je vous rappelle que lorsque je parle, quand est-ce que je parle d'une liaison covalente, c'est lorsqu'on a deux atomes qui mettent leurs électrons périphériques en commun. Donc, ils partagent leurs électrons périphériques. Famna? Après, vous avez les lipides. En ce qui concerne les lipides membranaires, elle est de nature ester عند البكتيريا classique. Elle est de nature ester عند les cellules eucaryotes. Par contre, elle est de nature éther. Et عند l'archéobactérie. Je vous rappelle aussi que lorsque je parle de nature éther عند هيدول في عنا une liaison ester ou une liaison éther telle que chez les archéobactéries. On a une liaison éther lorsqu'on a une molécule de glycérol qui se combine avec deux molécules d'alcool gras. هيدي بالنسبة la liaison éther, tel que c'est le cas chez les archéobactéries. Alors, concernant les liaisons ester, tel que c'est le cas chez les bactéries classiques et la cellule eucaryote, pour la liaison ester, ça veut dire c'est lorsqu'on a un corps qui résulte, c'est une action d'un acide avec un alcool. Et après, on va voir concernant la réaction anti-cancer. La réaction anti-cancer chez les bactéries classiques, c'est négatif. Chez les archéobactéries et la cellule eucaryote, c'est positif. Yani, autrement dit, lorsque je parle de la réaction anti-cancer, يعني ما بتقاوم هالبكتيريا. يعني c'est négatif عند البكتيريا classique بينما عند الاركيوبكتيريا بتقاوم والeucaryote كمان بتقاوم. Donc, d'après le tableau, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les archéobactéries ont des caractéristiques qui sont bien partagées entre ce qu'on appelle des cellules eucaryotes et des cellules bactéries, des bactéries classiques. Par exemple, les caractéristiques taboïton se trouvent à mi-chemin entre les deux, entre les caractéristiques de bactéries classiques et les caractéristiques de la cellule eucaryote. Donc, on peut déduire que les archéobactéries sont des êtres qui sont à mi-chemin entre les bactéries classiques et les cellules nucléées régulières, hein, comme celle de l'homme. Alors, bon, dans ce cas, on peut dire que les archéobactéries font un troisième genre de vivants. Donc, elles font un troisième genre de vivants et on peut dire que certains de leurs caractéristiques sont responsables de leur résistance. شو هن هالcaractéristiques qui font que les archéobactéries résistent à des hautes températures comme ça, ou autrement dit, résistent à la mésologie de l'extrême. من هالكاركترستيك هن السوبر إليس بوزيتيف يلي بشوف الديفرنس يلي بين البكتيري كلاسيك والسيلول eucaryote يلي هن سوبر إليس بوزيتيف les liaisons ioniques nombreuses et puis les liaisons éthères.
Donc هودي على القليل اللي بنعرفهم. يعني c'est ce qui fait que ces archéobactéries vont résister à la mésologie qui est dite une mésologie de l'extrême, c'est-à-dire à des conditions bien spéciales, des conditions bien rudes du milieu. فهمنا؟ شو؟ C'est clair. C'est clair. إيه، فهمتوا شو بدك؟ دكتور. Pardon? نعم؟ Oui, non, أنا عندي سؤال. إذا l'archébactérie se trouve à mi-chemin entre les bactéries classiques et les cellules eucaryotes، يعني ما فيهم إنه إذا عم نحطها على أكس يعني هن إجوا من بعد البكتيري كلاسيك، نو؟ مش بالضرورة. إنه بالتhéorie d'évolution لا. إنه مش بيجي بكتيري كلاسيك بعدين évolution en archébactérie بعدين لا نوفيل لا أنا مش هيدا اللي عم بقوله. أنا اللي عم بقول إنه جينا عملنا الاركيوبكتيري وشفنا d'après des théories qui ont été avancées, on avait donné donc des caractéristiques, on avait donné des qualificatifs aux premiers vivants. Et ces qualificatifs collent bien avec des vivants du Pacifique actuel, en fonction d'un milieu qui a des conditions très rudes, telles qu'une haute température, une acidité, une pression très importante. Oui. Par exemple, on a supposé que ces archéobactéries بما انهم انا مش حطيتهم ورا بعضهم هون على هالصوره لكم هودي اجوا قبل هاو او هاو اجوا قبل هاو، انا حطيتهم بس لاعمل comparaison où je tire انه qu'est-ce qui a donné aux archéobactéries cette résistance vis-à-vis d'une mésologie de l'extrême. Oui. D'accord? Oui. Halla, pour conclure ce chapitre, je peux dire que تقريبا on peut dire que les premiers vivants صحيح نحن عندنا le temps fossilifère ça a commencé avec le Cambrien بينما نحن بنعرف انه il y a eu حتى à partir du Cambrien on a يعني à partir du Paléozoïque يكون في عندي des fossiles معناته les vivants ils ont dû exister bien avant. Et là, on suppose que le premier vivant apparu, probablement, c'était vers les moins 3 milliards d'années, dans un milieu qu'on vient d'avancer, où la Terre était très chaude, où était très acide, que ce soit au niveau de ses océans, c'est-à-dire de son hydrosphère, que ce soit au niveau de son atmosphère. Et surtout qu'on a pu avancer une hypothèse et on a vu que dans le Pacifique actuel, on a des vivants qui survivent à des conditions de vie supposées les mêmes à l'époque. فهمنا؟ يلي هن les archéobactéries qui donc les archéobactéries يلي هن l'équivalent تبع les premiers vivants apparus. Donc je peux dire que les archéobactéries sont le modèle typique des premiers vivants sur Terre apparus probablement vers moins 3 milliards d'années et dans des conditions dites extrêmes, c'est-à-dire un milieu qui était très brûlant, acide, autrement dit, des conditions de vie défavorables. فهمنا؟ بس هالpremiers vivants, ils étaient capables d'évoluer. C'est bon pour ce chapitre? فهمتوا شو بدكم الاليجمون شو بده وين عملنا الاليجمون بالشابيتر؟ على بكره عرفتوا وين الاليجمون، هون عرفتوا وين؟ Qu'est-ce qu'il faut retenir? Par exemple, tout simplement, vous lisez ce chapitre et vous retenez donc le qualificatif ou les caractéristiques tabac, les premiers vivants supposés dans des conditions telles, hein, et dans quelles conditions donc ils étaient, conditions de vie.
وشو الكاليفيكاتيف الكاركترستيك تبعيتهم كيف كانوا donc des unicellulaires des fonctionnements et organisations très simples etc. et donc à ces vivants donc à ces premiers vivants on a des semblables actuels يلي هن les archéobactéries du Pacifique actuels. وتشوفوا بس تطلعوا على التابلو اللي هون. Donc, vous êtes responsable de la comparaison ici pour dire que voilà, ce qui permet la résistance de ces archéobactéries, c'est surtout ces caractéristiques que je viens de citer. بس هالقد مطلوب منكم. كما انه في لكم انه في بارتي كانت بقلب هالشابيتر ديجا je l'ai éliminé من الشابيتر البي دي اف. وà retenir انه on a eu des preuves sur la présence des ingrédients de la vie dans les corps célestes. فهمنا؟ Donc, on a eu des preuves que les ingrédients, les premiers ingrédients sont d'origine cosmique aussi. لأنه شفنا إنه مش بس بالأرض الميتيوريت اللي نزل، شفنا مش بس على الميتيوريت اللي نزلت بالأرض، كما إنه on a eu d'autres exemples. بس هالقد، بس ما تفوتوا أكثر بالتيوري، مش مطلوبة منكم. فهمنا؟ Vous avez compris? C'est bon? Oui, merci. هلا بعد à partir de la prochaine fois بعد عنا أربع شابيترات وعنا une semaine. بس أنا عرفت من دكتور أنطوان سمراني إنه بده يعطينا جمعة لزيادة لنخلص البروجرام. أنا هون بس بالشابيتر اللي بده يجي بعدين le 17e je peux vous dire que il faut savoir يلي كنت عم بقول لكم اياهم انه اذا le monde fossilifère, le calendrier fossilifère a commencé à partir du Cambrien, معناته au pré-Cambrien il y avait déjà des vivants. Et là je rajoute quelque chose, les invertébrés يعني au début des temps fossilifères, au début de l'ère primaire de paléozoïque, les invertébrés étaient tous là. Alors que les vertébrés commencent à apparaître à partir de moins 620 تقريبا، ممكن نلاقيها بالليتراتور مثلا بالانترنت او بالليتراتور انها مختلفه شوي، يمكن تكون 540 570 حسب وين حاطين بالكالندريer le début du paléozoïque. Donc au début des temps fossilifères, les invertébrés étaient tous ici, alors que les vertébrés commencent à apparaître à partir du Cambrien, yani du début du temps fossilifère. Ce qu'on va faire, on va s'attarder beaucoup plus sur les vertébrés que sur les invertébrés. Et on a à partir des vertébrés, on a eu des fossiles qui ont permis d'avoir des pseudo-lois. Des pseudo-lois يعني on a pu, à travers les vertébrés, on a pu avancer des pseudo-lois, entre guillemets. Pourquoi on dit des pseudo-lois? Parce que ce sont pas des lois rigides, ce sont des lois non rigides qui souffrent des exceptions. يعني مشان هيك بنسميهم pseudo-lois. On a quand même tiré des lois, mais ce sont des pseudo-lois à partir des vertébrés, parce que ce sont des lois qui peuvent avoir des exceptions. فهمنا؟ هلا بدي اياكم تعرفوا شغله، انه au début tout baignait dans l'eau en commençant par les animaux unicellulaires, puis
les animaux unicellulaires, يعني هيدي après les probablement on peut dire des micro-organismes donc unicellulaires, puis et les animaux unicellulaires, puis les éponges et puis les autres métazoaires. À savoir que vers 600 millions d'années, les animaux étaient à corps mou, et puis vers moins 570 millions d'années, les animaux deviennent avec, donc apparaissent avec des corps qui étaient protégés soit par une coquille, soit par une carapace. Une carapace, c'est-à-dire مثل التريلوبيت والcoquille مثل les mollusques. فهمنا هيدي؟ Vous avez donc pardon. هلا بترجعوا بتشوفوا إذا رجعتوا للenregistrement تبع l'explication بترجعوا vous pouvez prendre note de ça بس إنه هيدي كان مدخل لبلش احكي عن comment on est passé d'une classe à une autre. Qu'est-ce qu'il a dû changer en passant d'une classe à une autre dans l'ordre évolutif? أول شيء بدنا نحكي عن الأنيمو وبآخر شابيتر برجع بحكي عن الفيجيتو ومنكون هيك خلصنا يلي التيماتيك يلي بدي أعطيهم كانت بالباليونتولوجي. فهمتوا؟ C'est bon? Vous avez des questions? Merci docteur. بدكم نوقف هون ولا بعطيكم شيء بعد؟ بدكم بعد نعمل شي 5 دقايق 10 دقايق؟ بركي في ناس بدها تتغدى ما بعرف. الله يسعدكم أنا بكره هيدا التوقيت، إذا بدكم تعرفوا أنا هيدا التوقيت ما بحبه وقت بدي أعطي الصف. طيب خلص بنشوف بارتجي بس ما بدي إن شاء الله يجي الكالندرية لنشوف إمتى بدنا نرجع نكفي تنخلص الكور مثل ما هو لازم. طيب خلص c'est bon je vous laisse. Merci docteur. يلا Merci beaucoup. de rien. Merci docteur. De rien.